Les bonnes séries de science-fiction ne sont pas si nombreuses, ni même les séries capables de nous convaincre de leur qualité d'écriture, de réalisation et d'interprétation dès leurs 2 premiers épisodes. C'est pourtant l'exploit qu'accomplit Silo sur Apple TV+. Cette vidéo sera d'abord sans spoiler pour vous encourager à commencer la série, puis j'en viendrai à quelques suppositions sur les mystères du silo, sachant que je n'ai pas lu les livres dont il s'agit ici de l'adaptation, sinon c'est pas marrant. 10 000 personnes vivent dans un silo creusé dans les profondeurs de la Terre, sans doute, sur plus de 130 étages, vivant de façon totalement autonome et pour se protéger d'une surface du monde qu'on suppose dévastée et contaminée, en tout cas invivable. Qui dirige véritablement le silo, avec quelles intentions et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour s'assurer de la coopération de leur population? Je vous parle de science-fiction puisqu'il y a de la science et puis de la fiction, mais pour situer, on est davantage du côté de Fallout, L'Âge de Cristal ou encore Black Mirror, plutôt que de Flash Gordon, si vous aviez le moindre doute. Cela va sans dire, mais l'ambiance verte des écrans nous renvoie aussi vers Matrix et ses simulacres. Silo est une série qui s'appuie sur le mystère tout en évoquant des questions de fond sur l'humanité, sur la société, aussi bien avec l'allégorie de la caverne de Platon, le contrôle par la peur, les écrans et les fausses informations, ou encore la maîtrise des données personnelles. Silo, c'est d'abord un roman de 2012 de Hugh Howey qui a donné lieu à 2 autres romans par la suite. Pour cette adaptation, on a Graham Yost en showrunner, un scénariste chevronné qui a notamment travaillé sur Band of Brothers, Justified ou encore The Americans en tant que producteur exécutif. La figure de proue du casting de Silo, c'est l'excellente Rebecca Ferguson que nous retrouverons avec plaisir en fin d'année pour Dune 2e partie, mais n'oublions pas l'immense Tim Robbins, 1m96 quand même, ou encore Rashida Jones, que j'étais ravi de revoir après The Office notamment. Pour en venir maintenant à l'essentiel, j'ai été convaincu par tous les aspects de ces 2 premiers épisodes disponibles. Un des grands défis d'une telle adaptation, c'est d'éviter un aspect cheap et de nous faire croire à l'existence de cet immense silo, et de ce point de vue, on ne peut que saluer l'excellente coordination entre plateau réel et effets numériques pour donner corps à la grisaille parfois verdâtre ou en dégradé de brun de ce charmant lieu de villégiature. De beaux décors ne font pas tout, et comme vient durement le rappeler la grève des scénaristes, l'intelligence du script est un élément fondateur de toutes les grandes œuvres sur écran. On sait bien qu'une série à mystère ne peut dévoiler ses cartes que très progressivement, ce qui nécessite de parvenir à saisir le spectateur et à l'impliquer dans la vie des personnages. À ce niveau, c'est encore une étonnante réussite, de mon point de vue, d'autant plus marquante que la série prend le risque de n'introduire qu'assez tardivement celle qui sera la protagoniste principale, à savoir Juliette, interprétée par Rebecca Ferguson. Les 2 premiers épisodes jouent très intelligemment sur une chronologie intercalée et parfaitement lisible qui permet de poser les motivations humaines à l'indispensable jeu de piste qui permettra de doucement dérouler les fils des secrets et manipulations du silo. Je vous préviens, ne vous attendez pas à une série d'action, cela va presque sans dire, mais bien à un slow burn qui laisse la part belle au développement de personnages et pousse les spectateurs à échafauder leurs propres hypothèses, suppositions sur la vérité ensevelie sous les mégatonnes de béton. Pour instaurer cette ambiance à la fois lourde et intrigante, la série peut aussi compter sur une bande originale convaincante et prometteuse. Qui dit contrôle social dit forcément hiérarchie des classes et distinction profonde entre ceux qui savent et les autres, mais justement, on peut apprécier la subtilité de l'approche de Silo à cet égard. En effet, ne vous attendez pas à retrouver une structure aussi linéaire que celle des catégories de passagers de Snowpiercer par exemple. On se situe dans un contrôle totalitaire doux, si j'ose dire, du moins sous une apparente paix sociale définie par les règles du pacte et assurée par un shérif respecté. Dans le silo, on peut distinguer par ailleurs le rôle de maire, l'importance potentielle du pôle technologie de l'information, et enfin le judiciaire, l'entité de contrôle qui ressemble beaucoup à une police secrète politique totalement flippante. J'espère vous avoir donné envie de découvrir les 2 premiers épisodes de Silo, sachant que les suivants sortiront le vendredi au rythme d'1 par semaine, pour un total de 10 épisodes
d'environ 1 heure chacun pour cette première saison, si on peut en croire les 2 premiers. Avant d'en venir à quelques spoilers sur ces 2 premiers épisodes, pensez à vous abonner à la chaîne en signe d'appréciation et de soutien à ce contenu gratuit. Si j'en viens aux spoilers, c'est forcément pour m'interroger sur les secrets du silo et par les théories, sachant encore une fois que je n'ai lu ni les livres ni leurs résumés, bien sûr, ça n'aurait aucun intérêt. Commençons par les faits en soulignant ce qu'on apprend ou tout du moins ce qu'on observe dans ces 2 premiers épisodes. Déjà, il est évident que le shérif Holston, incarné avec une belle intensité contenue par David Oyelowo, a caché quelque chose dans le conduit de ventilation de son logement. Alors on peut supposer qu'il s'agit d'un logement de fonction qui sera récupéré par Juliette si elle accepte le poste de shérif. C'était un peu la surprise sur la fin du 2e épisode. Initialement, on pouvait supposer que le mot laissé par le shérif sur son bureau du travail avait un rapport avec cette cachette, mais c'est plutôt le mot qu'il a écrit concernant le fait de changer les fleurs, quelque chose comme ça, qui doit avoir un rapport, même si voilà, le rapport avec la ventilation semble cryptique. On peut imaginer qu'il a caché le tournevis adéquat au niveau du pot des fleurs, par exemple, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, la conclusion la plus logique, après les 2 premiers épisodes, serait qu'il a caché le fameux disque dur 18 derrière la grille. Et si je l'appelle disque dur 18, c'est parce que tel est le nom de l'appareil affiché quand le répertoire est enfin révélé par la recherche du mot bibliothèque. Et justement, arrêtons-nous sur les scènes de découverte de George et Allison, puisque le contenu du disque dur constitue pour le moment la meilleure source de pistes potentielles. On distingue notamment des dossiers CAF Requests et CAF Repairs, ou CAF si vous préférez, qui sont avant la date du nettoyage de Jane Scarmody. Je serais étonné que ces dossiers parlent de la caisse d'allocation familiale et je ne trouve rien qui semble vraiment correspondre parmi les acronymes anglais les plus classiques à ces 3 lettres CAF. La lettre C de CAF me dirige plutôt vers cleaning et je me demande si ces dossiers n'ont pas un rapport avec les combinaisons que portent les personnes qui sortent pour nettoyer et mourir. Au sujet des combinaisons, une observation un peu attentive nous permet déjà de savoir qu'elles projettent une fausse image, une fausse vidéo de l'extérieur pour ceux qui les portent. En effet, on peut reconnaître la vidéo des oiseaux dans un ciel bleu, celle que pense découvrir le shérif, alors qu'il s'agit précisément de la même que celle vue par son épouse Allison sur le disque dur. Cela ne nous permet pas pour autant de savoir à quoi ressemble véritablement l'extérieur du silo. En effet, dès lors que le shérif enlève son casque, on ne sait absolument pas ce qu'il voit, sinon sans doute un corps qui ressemble à celui de son épouse, puisqu'il semble s'écrouler à ses côtés et saisir sa main. Alors l'air ambiant est-il empoisonné? Est-ce celui du système de respiration des combinaisons? Ou encore s'agit-il de radiation? Des radiations atomiques intenses devraient causer des lésions cutanées, si je ne me trompe. Mais bon. Ce qui est clair en revanche, c'est que le nettoyage est une sorte de rituel cathartique et sacrificiel, jugé essentiel comme soupape de contrôle de la population du silo. Voir le nettoyeur se retourner et essuyer l'objectif de la caméra est voulu comme un signe de soutien indéfectible envers le silo, et la mort qui suit rapidement sonne comme un rappel qu'il est impossible de quitter son giron et sa loi. Et voilà sans doute l'explication de cette réalité virtuelle projetée sur la visière des casques pour obtenir l'effet désiré, pousser ceux qui sortent à nettoyer quoi qu'il en soit. Autres indices et informations qu'on a pu voir pour l'instant sur le disque dur, la mention du système d'exploitation du silo dans le répertoire SIL OS Reboot. Voilà qui laisse supposer que l'ensemble du silo fonctionne grâce à un programme central, ce qui vient souligner l'importance du personnage de Bernard, un autre Bernard après celui de Westworld, qu'on n'a aperçu que brièvement pour l'instant, alors qu'il reprochait à Allison son initiative de publier un article pour aider à retrouver des dossiers perdus. C'est donc le chef du département technologie de l'information. Et de toute façon, le fait même que le personnage est interprété par Tim Robbins ne laisse pas le moindre doute quant à son importance centrale pour l'intrigue. Évidemment, reste la question du fameux tunnel découvert par George, celui qu'il voulait explorer, ce qu'il a peut-être réussi à faire et qui nous amène à la tentative vertigineuse de Juliette en fin d'épisode 2. Le tunnel pourrait servir à des tas de choses, éventuellement une communication entre le silo et une autre structure, que ce soit un autre silo
ou encore bien sûr l'extérieur. Le générique d'intro d'une série propose souvent des indices et dans le cas présent, on a des références visuelles à la structure en hélice de l'ADN, mais aussi, j'ai l'impression, au cercle des enfers de Dante. Si j'évoque les enfers, c'est aussi pour rebondir sur le fait que dans son discours de commémoration de la reconquête de la liberté, la mère évoque la 6e heure, 6e minute et 6e seconde d'un jour survenu 140 ans plus tôt. Le 666 est le chiffre de la bête, comme vous le savez, et je me demande si on peut y voir le signe que les gens du silo sont en quelque sorte des damnés et que leur ADN a été modifié de sorte à ce qu'ils ne puissent pas survivre à l'extérieur. Pour l'instant, ma théorie personnelle, c'est peut-être que le silo a une utilité extérieure à la survie de ses habitants et qu'ils sont en réalité au service de la surface sans le savoir. Dans le pacte, la règle la plus sacrée consiste à pouvoir sortir dès qu'on en fait clairement la demande. S'il y a une population en surface qui dépend du travail des gens du silo, peut-être qu'ils se rassurent quant à l'aspect totalement inhumain de la chose en sachant que les gens du silo ont le droit de quitter l'endroit sur simple demande, sans savoir peut-être que leur ADN ne leur permet pas de survivre à ce choix de sortir, par exemple. Je ne pense pas que la réponse sera surnaturelle et qu'il s'agira d'un véritable enfer ou d'un purgatoire, mais plutôt qu'on peut y voir une référence au fait que la population du silo est une force de travail asservie par une vision biaisée du monde, de véritables damnés de la Terre, en somme. Je suppose par ailleurs que certaines personnes du silo ont parfaitement connaissance de la réalité et que certains ont reçu potentiellement la promesse de pouvoir un jour quitter le silo s'ils en assurent le bon fonctionnement. Comme dans toute bonne histoire de complot à tiroir, ceux qui pensent tirer les ficelles sont potentiellement manipulés eux aussi par des forces supérieures. Il semble évident que la révolution d'il y a 140 ans a servi de prétexte à la suppression de tous les éléments qui permettraient éventuellement aux habitants du silo de comprendre qu'ils ne sont là que pour permettre la survie ou le confort d'autres personnes en surface, du moins si ma théorie est juste, et ça on est très loin d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, l'idée est évidemment de les maintenir dans l'ignorance pour qu'ils ne puissent pas faire le choix éclairé de foutre en l'air un système qui n'a aucun sens, on peut le dire. La comparaison qui vient assez facilement en tête avec notre propre monde, c'est bien sûr celle du système boursier et des décisions aux impacts colossaux prises dans l'intérêt de flux financiers imaginaires, plutôt que de donner la priorité à la viabilité de la planète, par exemple, ou encore au bien-être de ses différents habitants. Une pensée certes simplifiée à l'extrême, mais qui mérite, il me semble, un examen prolongé. Nous sommes tellement habitués à vivre dans un système ubuesque, et il est tellement dommageable, personnellement, de tenter d'y échapper, que le parallèle me semble relativement pertinent. Sans parler de tous ceux qui seront certainement prompts à défendre ce dit système bec et ongle. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir combien je suis à côté de la plaque avec la suite de la saison. Si vous avez lu le livre, évidemment, ne venez pas gâcher le plaisir de découverte des autres. Et si vous les avez manqués, je vous rappelle que j'ai consacré une vidéo récente à la saga James Bond sous l'ère Daniel Craig et une autre à une interview exceptionnelle avec Brandon Sanderson et Harriet McDougall pour parler de La Roue du Temps, ce monument de la fantasy. On parle essentiellement des livres, bien sûr, mais aussi un petit peu de la série. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!